Belle découverte, justement, pour démarrer la semaine avec Florence Peyroux et Sébastien Maes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je suis vraiment ravi de vous recevoir. J'étais super impatient qu'on parle de cet ouvrage-là et de votre aventure parce que on va la vivre par procuration. Parce que nous, peut-être à la maison, ça ne nous est jamais arrivé. Moi, ça m'est jamais arrivé d'aller côtoyer des gorilles au plus près. Alors, Florence, comment est née l'idée de ces expéditions, d'aller voir les gorilles, les yeux dans les yeux? Les gorilles, pour Sébastien et moi, c'est une longue histoire maintenant, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on s'intéresse à cet animal en particulier, que Sébastien travaille sur cet animal au niveau photographique. Et donc, rapidement, on a eu envie, effectivement, de se confronter à eux dans le milieu naturel. Et donc, notre premier voyage était en 2009. Et puis, on a fait 4 voyages successifs jusqu'à l'an dernier. Voilà. Sébastien, les voyages se situent où ? Pour bien comprendre où on va voyager pendant une heure. Alors, on est en Afrique de l'Est, majoritairement en République démocratique du Congo pour le livre. Il y a quelques images du Rwanda, mais c'est surtout le Congo. Et on est sur la branche occidentale du rift albertain, en fait. Alors, pour bien comprendre, dans cette zone-là du monde, il y a 2 espèces principales de gorilles et 4 sous-espèces, oui. C'est bien ça ? Vous avez les gorilles de l'Ouest et les gorilles de l'Est. Et dans chaque espèce, vous avez 2 sous-espèces. Donc nous, on s'occupe des gorilles de l'Est dans cet ouvrage avec les gorilles de montagne et les gorilles de Grauer. Qu'est-ce qui vous fascine lorsque vous photographiez un gorille? Parce qu'on a tous entendu dire qu'il ne fallait pas soutenir le regard d'un gorille, il vaut mieux même baisser les yeux, il faut mieux faire profil bas. Alors en fait, ça dépend totalement du contexte. C'est-à-dire que le regard contient énormément de sens chez les gorilles. Donc un dos argenté qui va être totalement détendu, vous pouvez le regarder dans les yeux, il n'y a pas de souci. Dans un moment de tension, il vaut mieux éviter parce que là, ça sera vraiment un signe de défiance ou de résistance, il ne va pas apprécier. Florence, comment on prépare une expédition, une aventure comme ça? Alors c'est vrai qu'on se prépare un petit peu en détail précisément, notamment on est photographes tous les deux, donc rien que du point de vue de l'organisation, du matériel, ce qu'il faut penser à apporter, donc ça c'est du boulot en amont. Après évidemment ce sont dans des pays où la situation en République démocratique du Congo est toujours un petit peu compliquée en termes de sécurité, complexe, ouais. Donc on ne part pas seul, on a nous un ami maintenant qui organise nos voyages sur place, qui nous accompagne et qui est notre référent sur place et en qui on a une totale confiance et qui nous encadre et nous gère voilà, lorsqu'on est là-bas sur place. J'espère que chez vous, vous êtes aussi touchés que nous quand on a découvert ces images qui sont absolument fascinantes. C'est très perturbant parce que c'est fascinant, le regard d'un gorille. C'est surtout très, très émouvant. Ouais. C'est beaucoup d'émotions en fait. La première rencontre est magique pour quelqu'un qui n'a jamais été confronté en direct avec ces animaux. Je parle en dehors d'un parc zoologique. Hein. Je parle vraiment donc sans frontières, sans barrières, sans rien. C'est une énorme émotion, c'est très intense. Et au fur et à mesure du déroulé de la visite, parce qu'on reste 1 heure avec les gorilles, c'est un temps limité, c'est très bien que ce soit limité. Plus le temps passe et plus l'émotion est grande et plus on peut observer ce qui se passe au sein du groupe, au sein de la famille et assister à des moments parfois tout à fait exceptionnels. En tant que photographe, il y a bien sûr les gorilles et puis il y a l'environnement. Vous venez, Sébastien, de parler du rift. Il y a là-bas des photographies qu'on retrouve d'ailleurs dans ce livre-là, de lave qui crache un peu la colère du monde, quoi, qui crache la vie de la planète. Ça aussi, c'est fascinant d'imaginer qu'il y a des primates qui vivent à quelques centaines de mètres d'un lieu comme celui-ci, non ? En fait, ces primates sont nés en partie grâce à l'activité volcanique de la région qui a complètement modifié les écosystèmes et les biotopes sur place. Ils s'y sont adaptés et ça a donné naissance à ces 2 sous-espèces en fait, qui sont aujourd'hui chacune réparties de part et d'autre du rift albertain. Et le seul volcan, enfin un des 2 seuls volcans encore actifs, c'est le Nyiragongo, qui est extrêmement actif. C'est le plus grand lac de lave permanent de la planète. Et c'est hypnotique quand on arrive en haut. Quand on voit le lac de lave, c'est hypnotique. On a vraiment du mal à s'en détacher. Non. Alors, on le découvre, la lecture. C'est chaud, hein, Florence. Sur nos standards européens, c'est 1600 mètres, c'est pas énorme, mais là-bas, c'est compliqué. L'ascension est complexe. Le pire, c'est la descente, en fait. Ah ouais? La montée est très dure, mais je dirais c'est un trek classique qu'on peut être amené à faire dans les Alpes ou les Pyrénées. On a des randonnées qui peuvent être assez physiques. Par contre, la descente est extrêmement difficile. C'est très pentu et c'est sur des pierres de lave, donc il n'y a aucune stabilité au niveau des pieds. Et donc, les 5 heures de descente, sentez au niveau des cuisses après, voilà. Quand on va dans ce lieu-là, c'est évidemment, dans votre cas, pour côtoyer les gorilles, sans savoir si véritablement on va les trouver ou pas. Ou est-ce qu'on a la certitude d'en voir ?
Non, on est sûr de les voir à chaque fois. À chaque fois? Oui, à chaque fois, parce que ce sont des animaux qui sont habitués maintenant depuis plusieurs années. Donc concrètement, on sait qu'on va les voir. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est la difficulté du trek qui nous attend. Est-ce qu'on va marcher beaucoup? Est-ce qu'on ne va pas marcher beaucoup? Et le terrain aussi, parce qu'en fonction du lieu où se trouvent les groupes se déplacent, évidemment. Et donc le terrain peut être plus ou moins facile, plus ou moins pentu. Voilà. On va parler bien sûr des gorilles, de l'importance de bien les comprendre pour les protéger. On va en parler pendant toute cette émission. Un seul chiffre, hein, les gorilles des montagnes, il y en avait 242 en 1981. Aujourd'hui, grâce à des démarches comme les vôtres, grâce à la protection que l'humain met en place pour protéger ces primates-là, il en existe 1004 en liberté. Ce n'est pas le cas de tous les gorilles, vous le verrez tout à l'heure, certains sont en voie d'extinction à cause de l'activité humaine. Alors ça vous intéresse, vous voulez réagir? Vous pouvez le faire, vous pouvez aussi poser vos questions bien évidemment, en allant sur... hop là, la petite voix qui déraille, t'as entendu? En allant sur chacune de nos pages... Ouais, je suis en train de muer. C'est en allant sur chacune de nos pages Facebook où vous nous téléphonez au 05 55 04 32 00. On parle de gorilles avec Sébastien et avec Florence. On vous l'a dit, les gorilles sont menacés. Ils ont besoin d'être protégés. Vous allez voir des images absolument bouleversantes. Florence disait que c'était émouvant de croiser le regard d'un gorille. Ces images-là sont bouleversantes parce qu'en 2007, un groupe de gorilles a été assassiné, il n'y a pas d'autre mot, par des miliciens. Direction Senkwekwe. On en parle tout de suite après. Je réponds au nom de Mouindo Baouma André. Je suis chargé de gardiennage des gorilles orphelins au centre Senkwekwe ici à Rumangabo. En 2007, on avait eu massacre de nos gorilles dans la forêt. Et après ce massacre, on a rencontré qu'il y avait 2 bébés gorilles restés après la mort de leur famille et de leur mère. C'était des bébés qui étaient exclusivement nourris de lait maternel, donc c'était très difficile pour elles de vivre dans la forêt sans qu'ils aient des mamans pour les allaiter. Nous jouons ensemble depuis qu'ils sont des petits bébés. On les a appris à marcher, on les nourrissait avec le lait avec biberon, on s'est partagé un même lit. On faisait toutes les activités ensemble, jour et nuit. Et nous les aimons beaucoup. C'est une grande fierté de rester avec ces grands singes dans cette région. Et grâce à des lieux comme ça, des gorilles sont protégés. Aujourd'hui, ils sont 4, Sébastien, à vivre sur cette zone-là. Qui fait quelle superficie? Le Senkwekwe, ouais. Je ne saurais pas vous dire la superficie exacte. L'enclos est de bonne taille, hein, ils ne sont que 4 dedans. Et pour leur donner plus d'espace, ils l'ont déjà mis en place, une grande clôture électrique dans tout le périmètre de la station Rumangabo. C'était la question qui allait suivre. Comment on protège ces 4 survivants? Au tout début, ils espéraient les relâcher. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop imprégnés à l'homme aujourd'hui. Ils ont vraiment grandi avec les gardiens, donc c'est pas possible. Donc l'idée, c'est de leur donner le plus d'espace possible à l'intérieur de la station. Et là, ils ont agrandi la surface ils ont clôturé une partie de la forêt avec des clôtures électriques pour pouvoir les lâcher dans la forêt. Florence le disait tout à l'heure, c'est une zone du monde qui est extrêmement complexe au niveau politique, évidemment, avec des guérillas, avec des milices. Les gorilles sont le bouclier civil de d'autres guerres, finalement. Malgré tout, il y a des gorilles qui s'en sortent, il y a des gorilles qui vont bien, parce que l'homme a réussi à comprendre ces groupes de gorilles. Comment est organisé un groupe de gorilles? Alors ça dépend de la sous-espèce. En l'occurrence, là, ce qui est intéressant sur les 2 sous-espèces orientales, c'est qu'on a justement un fonctionnement social différent. Chez les gorilles de montagne, on peut trouver plusieurs dos argentés au sein d'un même groupe, alors que chez les gorilles de Grower, on n'a qu'un seul dos argenté, ce qui est le cas des gorilles des plaines de l'Ouest. Les gorilles des plaines de l'Ouest sont ceux que vous voyez en parc zoologique. Donc on a ce fonctionnement qui diffère aussi parce que chez les gorilles de montagne, souvent les groupes peuvent être très importants. Donc quand on a des groupes qui contiennent plus de 20 individus, 25, 30, et on a des groupes de recherche qui ont été étudiés qui sont montés jusqu'à 60 individus, vous imaginez bien qu'un seul dos argenté ne peut pas assurer la protection d'autant d'individus tout seul. Quand on photographie, quand on filme un bébé gorille comme ça, enfin moi à chaque fois que je vois ces images, ça me met le poil parce que je trouve ça extrêmement émouvant. Des peluches. Ouais, on dirait des peluches et puis surtout je me dis que rien n'est perdu.
Rien n'est perdu et pourtant, attention, danger. C'est ça. Alors, d'un côté, effectivement, il y a beaucoup d'espoir. C'est le cas pour les gorilles de montagne, puisque leur population aujourd'hui a quadruplé, hein, comme vous le disiez au début. Donc, c'est bien. Et c'est grâce au tourisme, notamment, aux gens qui vont aujourd'hui visiter ces groupes et qui ramènent donc une manne touristique au pays qui propose ce genre de visite. Mais évidemment, rien n'est gagné. Hein, et notamment donc, pour les gorilles de growers qui, eux, vivent pas tout à fait au même endroit, même si c'est dans le même pays. Là, la situation est plus complexe parce qu'ils vivent dans une zone aujourd'hui, enfin la majorité de la population de cette sous-espèce-là est dans une zone où aujourd'hui il est très compliqué d'accéder parce que la sécurité n'est pas assurée. C'est-à-dire que c'est trop dangereux pour les équipes d'aller sur le terrain, donc de mettre en place un suivi, des gardes qui protègent, etc. D'ailleurs, Sébastien, il y a des gardes qui meurent chaque année pour protéger les gorilles. Hein. Dans les Virunga, ils ont des pertes tous les ans dans les équipes. C'est souvent un peu plus au nord, sur les secteurs centrales du parc, et pas forcément le secteur à gorilles. Mais l'an dernier, il y a eu un accident très près de Goma, et là, c'était sur des touristes. Alors, San Queque est le seul centre au monde à accueillir des gorilles rescapés. Quand j'ai lu ça dans votre livre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui empêche les hommes de décider de créer d'autres centres pour protéger, pour accueillir les gorilles en danger ou tellement maltraités par les hommes? Alors ces centres sont quand même des canaux de survie, c'est-à-dire qu'on n'en a pas tant que ça des gorilles récupérés. Les gorilles de montagne, il y en a 4. Ouais. Il existe un autre centre qui est un peu plus au nord, qui est Grace, qui lui s'occupe des gorilles de growers, qui est différent, c'est-à-dire qu'ils ont plus d'animaux dans le centre. Par contre, eux, il y a un minimum de contact pour espérer vraiment les relâcher un jour. Ouais. Donc aujourd'hui, on a vraiment une approche deux centres différente. Voilà, on a deux approches, deux centres. C'est-à-dire que San Queque, ils ont un peu été les premiers. Donc ils se sont retrouvés avec les bébés. Il a bien fallu en faire quelque chose. Bien sûr, oui, puisque leur groupe a été complètement. Voilà. Quand je dis assassiné, c'est violent ou c'est un mot juste? Non, c'était vraiment. C'était pas gratuit, c'était politique. Ouais, c'est ça. La motivation de fond était politique. Je voudrais qu'on revienne sur vos photos. Parce que quand on prend des photos comme ça, évidemment, on se dit, vous nous avez choisi les plus belles pour ce livre-là et vous nous avez envoyé les plus belles pour l'émission. Comment on fait le choix? Comment vous avez réussi à faire un choix? L'editing, c'est toujours un peu compliqué en photo, c'est-à-dire qu'au début, vous allez démarrer avec 2, 3, 400. Vous allez assez rapidement tomber, on va dire, sur un quart. Il va vous en rester une centaine et là, ça devient compliqué. C'est ça, dans le dernier. Après, c'est quand on fait un livre, c'est-à-dire que les images doivent se répondre. Il y a aussi une histoire à raconter. Donc, par moment, on a besoin d'illustrer une histoire, un comportement, quelque chose qui aide au choix aussi. Quand on rentre d'une expédition comme ça, et c'est une question à tous les deux, Florence d'abord, forcément, on ne rentre pas intact. On met du temps à mettre les choses en place. On ne rentre pas intact, c'est sûr, d'abord parce qu'on est allé dans des pays où la situation, évidemment, n'est pas la même que chez nous. Donc la réadaptation au mode de vie occidental, à des choses qui sont évidente chez nous, hein, d'avoir de l'eau potable au robinet, de pouvoir se doucher bien, d'avoir accès à des toilettes où on tire la chasse et tout va bien. Ça, effectivement, voilà, on a un moment, plusieurs semaines, en fait, où on est décalé. Voilà. Vous avez ressenti ça aussi, Sébastien? Oui, tout à fait. Et on le ressent à chaque fois. Est-ce que vous avez aussi senti, par rapport à votre travail, l'utilité de votre mission? On a toujours envie à ce que ça serve un propos, un sujet. Et on exposait il y a 15 jours à Montier-Anders. Et étonnamment, on a plusieurs personnes qui ont pleuré en fait, sur le stand. Et là, on se dit, on a quand même réussi à passer un message et à toucher les gens, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai découvert les images que vous m'avez envoyées, dont sont issues les images que vous découvrez dans cette émission. Et puis pour en savoir plus, il y a Bering. Alors là, c'est l'histoire de toutes vos expéditions. C'est bien sûr un regard porté sur les gorilles et puis l'utilité de votre travail. On comprend bien que nous, même si on n'y va pas, on peut changer 2-3 comportements pour sauver les gorilles. J'ai vu que tu regardais les photos et les vidéos de gorilles avec beaucoup d'attention parce qu'effectivement, c'est émouvant et fascinant. C'est surtout, voilà, on sait que quand j'avais visité la galerie de l'évolution à Paris, que la plupart des espèces qui ont disparu, c'est à cause de l'homme, à cause de la déforestation, à cause des guerres, à cause de plein de choses. 4 siècles, 1200 espèces disparues. Heureusement qu'il y a des gens comme ça qui remontent le moral et voilà, permettent de sauver des espèces. Exactement. Alors on va mettre le cap au sud, si vous le voulez bien, pour parler de gorilles. Parmi les moins connus du monde, mais peut-être parce qu'ils sont aussi les moins nombreux et peut-être même en voie d'extinction, malheureusement, je parlais des gorilles de Groer. Il faut nous parler, Florence, de ces gorilles-là. Leur physionomie, leur pelage, leur regard n'est pas le même.
Non, ils ont des poils plus courts que les gorilles de montagne. Ils sont par contre plus imposants en termes de taille. Et au niveau du faciès, le faciès est un peu plus allongé aussi. Donc légèrement différent. Il faut être un petit peu habitué, mais on voit bien la différence. Ils sont de la taille d'un gorille, mais au niveau du poids, ils sont beaucoup plus lourds, par exemple. Ils sont au-delà souvent des 230 kg pour les mâles, ce qui commence à faire... Oui, ça commence à faire. Je vais vous donner juste un chiffre, parce que ça ne sert à rien de vous inonder de chiffres, mais celui-ci, il va être très parlant. 80% de la population a disparu depuis 1998. Sébastien, c'est dû à quoi? Le pays a connu 2 guerres civiles qui ont dramatiquement... gêner, on va dire, les efforts de consommation et impacter fortement les populations. Et aujourd'hui, toutes les zones de basse altitude du parc qui sont vraiment des zones totalement livrées au banditisme, on va dire, sont utilisées pour de l'exploitation illégale de coltan, qui est un minerai dont on a besoin notamment pour tous les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes. On a besoin de cette terre rare, en fait, pour toutes les puces de transmission sans fil. Donc GSM, Wi-Fi, Bluetooth. Dès que vous avez besoin de ça, il faut du coltan, et le coltan, on va le chercher souvent dans les forêts africaines. C'est pas compatible d'exploiter ce minerai et de protéger les gorilles? Dans l'absolu, ça pourrait l'être, mais là, on est dans une zone totalement chaotique. Donc c'est des milices et du banditisme qui assurent l'exploitation de ces mines dans des conditions humaines effroyables. Bien sûr, les conditions. Alors, gorilles aussi. Alors sur ces sous-espèces-là, peut-être moins que sur les gorilles des plaines de l'Ouest, qui sont davantage victimes du braconnage pour le commerce illégal des espèces. Mais ça peut arriver de manière... La preuve, c'est que effectivement, les jeunes orphelins qui sont à Senkwekwe ou bien dans le centre Grace, donc pour ces 2 sous-espèces-là, soit ce sont des animaux qui ont été victimes de collets, qui ont été pris... dans des pièges, soit effectivement des animaux dont les familles ont été décimées et que les bébés ont été récupérés chez des gens qui les gardaient de façon illégale. On est gâtés parce que vous nous avez envoyé des très très belles images de gorilles de Groer, et certainement qu'à la maison vous n'en avez jamais vu. Alors Florence était déjà venue nous en parler ici, mais regardez ces gorilles comme ils sont beaux. Un mot sur leur alimentation. Alors sur cette sous-espèce-là, là aussi, ça diffère légèrement des gorilles de montagne. Comme ils vivent dans des zones de basse altitude, ils sont beaucoup plus frugivores. Donc les fruits rentrent davantage dans leur régime alimentaire, alors que les gorilles de montagne, eux, se nourrissent essentiellement de végétaux, de plantes, de feuilles. Donc voilà, ils ont et là, les images montraient notamment le dos argenté Shimanuka, qui est très connu donc, dans le parc de Kahuzi-Biega. C'est une des familles que l'on peut visiter. Il y a plus de 25 gorilles dans cette famille aujourd'hui, et c'est un chef de famille incontesté, incontestable et magnifique à observer. Alors justement, Shimanuka, quand on se retrouve face à Shimanuka, qui est une espèce d'ambassadeur des gorilles de Groer, on ressent quoi, Sébastien? Parce qu'on se dit, voilà, j'ai 1 heure, il faut que j'optimise. Est-ce qu'on arrive cependant à profiter pour soi? Parce que derrière un objectif, est-ce que de temps en temps on décale l'œil en disant allez, je vais le voir pour de vrai, pas avec l'objectif entre les deux? Il faut se forcer, parce que sinon effectivement on a tendance à vraiment suivre les animaux, à être dans le mécanisme photographique, et par moments il faut vraiment se forcer à poser l'appareil et à juste profiter et regarder les animaux, parce que la visite est courte et il faut penser aussi à en profiter simplement. Ce qui est intéressant dans Bering, c'est que dans ce livre-là, on comprend qu'on peut agir, nous, pour protéger les animaux en danger. Quelques conseils à ceux qui nous regardent. S'intéresser, aller voir les expos photos, évidemment, les conférences. Ça commence par là, effectivement, être touché, être sensibilisé. C'est aussi pour ça qu'on fait ce travail-là. Mais après, très concrètement, comme Sébastien le disait tout à l'heure, on parle du coltan, des téléphones portables. Bon, ça commence par des gestes simples qui sont d'économiser au maximum nos appareils électroniques, d'éviter de recyclage trop souvent et effectivement de les recycler quand ils sont usagés. Parce que plus on recycle, eh bien moins on aura besoin d'aller chercher du coltan à nouveau dans les forêts équatoriales de République démocratique du Congo. Une question toute bête. Les gorilles des plaines de l'Ouest sont dans les parcs zoologiques. Ce sont ceux que vous pouvez observer. Il y a des reproductions. C'est pas une espèce de gorille qui est directement menacée, même si elle doit être protégée, bien évidemment. Parce que je veux dire, beaucoup moins que Groer. Pourquoi il n'y a pas des gorilles de Groer dans les parcs zoologiques pour sauver cette espèce-là? Parce qu'on sait que la protection ex situ peut être utile pour certaines espèces. Alors aujourd'hui, compte tenu des effectifs pour cette sous-espèce-là, ils sont estimés à moins de 4000 individus. Donc effectivement,
classés en danger critique, mais pour l'instant, on n'en est pas au point de dire il faut prélever des individus dans la nature pour essayer pour les faire se reproduire. Voilà. C'est en plus des sous-espèces. Alors les gorilles de montagne, il y a eu des gorilles de montagne dans les années 70 qui ont été envoyées à Cologne, à l'époque de Diane Fossey, qui avait été capturée. Elle s'est battue pour l'éviter, mais malheureusement, à la fin, ils sont partis en Allemagne. Ils ont survécu quelques années, mais c'est une espèce qui n'a jamais pu être maintenue à long terme en parc zoologique. Alors aujourd'hui, on a quand même des individus captifs, donc à Senkwekwe et à Grace, donc pour les gorilles de Grower. Mais pour l'instant, il y a ces deux centres-là qui existent. Donc j'allais dire, s'il y a un programme d'élevage ex situ qui doit se mettre en place, autant qu'il se mette en place directement en Afrique. Et bien sûr. Pour l'instant, il n'y a aucun besoin d'amener ces animaux ailleurs. Sébastien, une dernière question. Ça passe aussi par la protection sur place. Il n'y a pas que nous qui sommes responsables ici. Donc ça passe par l'éducation des populations. Ça passe par l'éducation des populations et l'amélioration de leur niveau de vie, parce qu'ils font ce qu'ils font parce qu'ils sont obligés de le faire. C'est pas un choix qu'ils ont. Bien sûr. Là, on parle de gens qui n'ont juste rien à manger ou qui, s'ils ne font pas ce qu'on leur demande, on les tue. Donc, regardez ces regards-là, sont des photos signées Sébastien, les textes Florence. Florence aussi aime faire des photos et des vidéos. Vous allez retrouver tellement de belles choses dans Bering. Voilà, on voulait parler de gorilles parce qu'on se dit que même si on est très très loin, vous êtes de notre région et vous êtes des ambassadeurs de notre région pour protéger ces primates-là qui sont assez fascinants et émouvants, effectivement. J'espère que vous avez ressenti ça à la maison.